Bonsoir à tous, mardi 26 juin, bienvenue dans ce nouveau 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. La France a fait match nul 0-0 dans son dernier match de groupe face au Danemark. Nous serons dans un instant à Bois d'Arcy. La commune propose de voir les matchs des Bleus à la Coupe du Monde sur écran géant. Un bon parcours tricolore pourrait-il avoir un impact positif sur le football yvelinois? Élément de réponse avec notre invité Fatma Jdaini du district des Yvelines. L'autre grande compétition sportive cette année arrive en septembre sur le territoire. C'est la Ryder Cup qui se prépare à Saint-Quentin en Yvelines. À moins de 100 jours de l'événement, une réunion pour présenter la logistique se tenait hier à Guyancourt. Enfin, ils ont pu voyager tout en restant à Élancourt. Les élèves de l'école Alain Cavalier ont travaillé cette année sur les pays étrangers. Pour ce faire, ces jeunes échangent régulièrement avec 2 étudiants globetrotters partis faire le tour du monde. Le mouvement dure depuis 3 mois à la SNCF. Les cheminots entament à partir de demain la dernière phase de leur grève dite perlée. Elle prendra fin officiellement ce jeudi. Des perturbations sont donc encore à prévoir à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sont les mêmes depuis quelques semaines. Un trafic réduit de moitié. C'est un train sur 2 pour le RERC, la ligne N et U du Transilien. Les horaires de vos trains sont à retrouver sur transilien.com. Et à noter que la mobilisation unitaire des syndicats des cheminots prendra fin ce jeudi. Mais pour rappel, la CGT cheminots appelle de nouveau à la grève cet été. Un premier préavis déposé pour les journées du 6 et 7 juillet. Vous l'avez sûrement suivi il y a quelques instants, le match nul de l'équipe de France de football face au Danemark, 0-0 dans le dernier match de poule à la Coupe du Monde en Russie. On retrouve tout de suite depuis la MJC l'Abri Blues à Bois d'Arcy, Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Alors vous avez suivi, Mickaël, sur place, la rencontre des Bleus. Oui, effectivement, Grégory, j'étais à l'Abri Blues de Bois d'Arcy et je peux vous dire que les supporters ont vibré ici. Malheureusement, il n'y a pas eu de but, 0-0, un triste 0-0 même. À mes côtés, Philippe Benassaï qui a suivi avec attention cette rencontre et qui a vibré au rythme des débordements de Lemar, par exemple, ou de Dembélé. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match ? C'était un match de poule, un dernier match de poule. La France était qualifiée. C'était un match fermé, il faut être honnête, c'était un match fermé. La France avait 7 points. Là, maintenant, le Danemark est qualifié aussi. Les 2 équipes étaient qualifiées, d'autant que Pérou avait battu l'Australie. Donc, il n'y avait plus d'enjeu et ils ont fait tourner la balle. Vous attendiez ce type de rencontre ? Oui, c'est en général les types de rencontres de fin de poule, comme on dit. Donc, les 2 équipes étaient déjà qualifiées. Il n'y avait pas d'enjeu. C'est pas comme hier avec l'Iran, le Portugal ou l'Espagne et le Maroc. Donc, c'était un match de transition, je pense, de transition. Est-ce qu'il y a des séquences de jeu qui vous ont énervé, Par exemple, en attaque, on a vu de nombreux tirs non cadrés par les Français. Finalement, c'est peut-être le problème offensif qui a fait défaut à la France aujourd'hui. Plus largement, je pense que c'est l'animation. Il y a eu très peu de remontées de balles. Giroud était très esselé. Griezmann n'est pas en grande forme, mais je pense qu'il va l'être en 8e de finale. Je pense qu'ils ont fait tourner la balle. Mbappé est rentré extrêmement tard. Je pense à la 80 ou 85e, je ne sais plus. Je pense qu'il y a un problème global d'animation. Il y a une très bonne défense, mais je pense que les Danois aussi avaient une très bonne défense aujourd'hui. Donc voilà, ils ont géré, si vous voulez, la qualification. Les 2 équipes ont géré la qualification. Et est-ce que vous pensez qu'ici, les ondes positives ont été envoyées aux Français pour remporter ce match ici à l'Abri Blues de Bois d'Arcy ? Disons que la salle était pleine, comme le stade Loujniki aujourd'hui. La salle était pleine, il y avait beaucoup de jeunes. C'est l'objectif aussi de l'Abri Blues, puisque c'est notre service jeunesse ici. Donc c'est une très belle salle et c'est là où on retransmet les matchs de l'équipe de France de football et de rugby. Donc il y avait une centaine de personnes. Est-ce que c'est le cas à tous les matchs de l'équipe de France ? C'est plein tout le temps. Le premier match France-Australie, on a dû rajouter des chaises parce que c'était plein. L'horaire n'est pas facile. Et en plus, avec cet horaire-là, on a réussi quand même à remplir la salle. L'Abri Blues est un vrai lieu culturel, un vrai lieu d'animation et un lieu événementiel sur Bois d'Arcy. Donc on remplit facilement. Donc il n'y a pas de fan zone dans les Yvelines. Est-ce que vous considérez cette salle comme une fan zone ? C'est la fan zone des Yvelines. Voilà, c'est une sorte de fan zone. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'ambiance parce qu'encore une fois, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Mais je suis persuadé que pour le 8e du finale, c'est samedi, je crois. Ça va être plein avec plein de déco, plein de maquillage, plein de jeunes. Il va y avoir une grosse ambiance à l'Abri Blues.
Et est-ce que c'est votre initiative, cette opération à l'Abri Blues, ou est-ce que c'est une décision de certaines personnes de l'Abri Blues? Non, c'est une décision de la mairie. On a décidé depuis quelques années maintenant de retransmettre les grands matchs de l'équipe de France à l'Abri Blues. On a fait la Coupe du Monde de rugby, on a fait le championnat d'Europe en 2016 et on a fait la Coupe du Monde 2018. Donc ça devient une tradition. On a lancé une belle idée, ça devient une tradition maintenant. Bois d'Arcy est une ville sportive? Oui, vraiment, honnêtement. Bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas une ville sportive en tant que maire de Bois d'Arcy, mais très honnêtement, on a eu le Paris-Nice l'année dernière, on a eu le Variété qui est venu aujourd'hui, on rénove tous nos équipements, on a fait la piste d'athlétisme autour du terrain d'honneur, on a rénové les équipements de foot, on est en train de rénover notre plus grand gymnase, on devient vraiment une ville de sport et on a été labellisé cette année ville sportive. Dernière question avant de vous laisser à vos activités. Votre pronostic pour le prochain match? Alors, il faut savoir qui, parce que la France va rencontrer soit l'Islande, soit l'Argentine, je crois. Peut-être le Nigeria. Ou le Nigeria, oui, c'est vrai. Pas évident. On a déjà battu le Nigeria à la dernière Coupe du Monde, mais moi, je prendrais bien l'Islande. Moi. L'Argentine, il faut faire attention. Toujours attention avec les Argentins. Merci beaucoup, Philippe Benassaya. Vous l'aurez compris, il faudra avoir soit le Nigeria, soit l'Islande pour espérer se qualifier. Le prochain match de l'équipe de France ici à l'Abri Blues, ce sera ce samedi à 16h à Bois d'Arcy. On va suivre ça, Mickaël. On connaîtra l'adversaire de l'équipe de France ce soir à 20h avec la suite des matchs de cette Coupe du Monde. Merci à vous et à Patrick Jacques de Dixmude aux moyens techniques. On continue à parler football dans cette édition et une question plus locale. Quel est l'impact de cette Coupe du Monde et des performances des Bleus sur le football yvelinois? Pour y répondre, une invitée avec moi en plateau, Fatna Jdaïni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de direction du district de football des Yvelines. Alors avant de répondre à cette question et aussi de parler de football féminin, parce que vous êtes membre de la commission foot féminin dans le département, une première question à la supportrice des Bleus. Qu'avez-vous pensé de ce match aujourd'hui, 0-0 face au Danemark? J'ai trouvé ça assez passable. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait souhaité voir une équipe de France un peu plus persuasive, un peu plus, qui a un petit peu plus de choses à voir. Et des buts aussi, puisque je pense que tout le monde aimerait bien voir justement un petit défilé de buts. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ils savaient déjà d'avance qu'ils étaient qualifiés. Donc, tout de même cette première place en jeu, ils l'ont obtenue grâce à ce match nul. Voilà. Faut retenir ça, c'est cette première place. C'est cette première place, c'est ce qu'il faut dire. Est-ce qu'elle a les moyens d'aller loin, cette équipe de France, selon vous? Il faudra qu'elle hausse peut-être son niveau de jeu, proposer plus de spectacles, mais en tout cas, c'est une équipe de France efficace. Je pense qu'on a bien vu qu'il y avait une très bonne cohésion de groupe entre eux. Donc, si ça continue comme ça, il y a possibilité justement d'aller un petit peu plus haut. Et je pense qu'ils ont la possibilité de le faire. Une équipe de France en huitième de finale et première de son groupe, c'est forcément une bonne nouvelle aussi pour le district de football. Pour les Français, pour l'ensemble des Français. Alors, on rappelle qu'en 2014, après le beau parcours des Bleus au Mondial au Brésil, c'était une défaite à l'époque contre les futurs champions du monde allemand. Le district de football des Yvelines avait enregistré à l'époque 18% de licenciés en plus. Ça veut dire qu'une bonne performance des Bleus dans un mondial a un impact positif sur le football dans le département? Il y a un très gros impact. Il faut savoir que dans les Yvelines, nous avons à peu près un peu plus de 40 000 licenciés. Nous sommes quand même un district assez important. Et à chaque Coupe du Monde, Coupe d'Europe, il y a toujours un impact énorme. On rappelle aussi que sur le territoire des Yvelines, il y a ce centre technique national à Clairefontaine. Le Paris Saint-Germain aussi qui s'entraîne sur le... Clairefontaine sur notre département, et également le centre du Paris Saint-Germain. Qui restera dans les Yvelines puisqu'il ira prochainement à Poissy. Voilà. Et... que ce soit pour les filles ou les garçons, puisqu'on a quand même la Ligue 1 donc, des garçons et puis la D1 des filles, qui reste quand même un très... Voilà. Alors sur l'impact positif que peut avoir une Coupe du Monde sur des clubs yvelinois, je vous propose d'écouter tout de suite le président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. Il y a une telle concentration de matchs, une telle concentration d'images, une telle concentration de stars finalement. C'est notre festival de Cannes tous les 4 ans. Et puis l'effet, encore une fois, nation, donc la France en particulier, forcément, oui, il y a cet engagement particulier.
Ce que dit Mustapha Larbaoui, finalement, c'est que la Coupe du Monde, c'est un peu le festival de Cannes pour les footeux. C'est le cas aussi sur les Yvelines. Il y a toujours une émulation au moment de cette Coupe du Monde dans le territoire. Toujours. C'est énorme. Ça ne changera pas. Et d'année en année, quand on passe de Coupe du Monde en Coupe d'Europe, on remarque que ça fait un festival. Est-ce qu'à contrario, une mauvaise performance, des scandales aussi comme il y a pu en avoir en Afrique du Sud en 2010, c'est des joueurs qui refusent de s'entraîner. Est-ce que ça peut aussi, à contrario, avoir un impact négatif ? Non, parce que je pense que justement, tous les clubs font un travail à ce niveau-là avec les joueurs, donc on leur explique quand même les choses et je pense pas que ça puisse... avoir un impact négatif. Alors je rappelle, Fatna Jdaini, que vous êtes également membre de la commission du football féminin au district des Yvelines. 2 dates importantes à retenir pour le football féminin qui arrive en France. D'abord le mondial U20 qui se déroulera cet été en Bretagne et la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France l'an prochain. Si on doit faire déjà un état des lieux global du foot féminin et de son développement dans les Yvelines, est-ce qu'on est en retard, en avance par rapport à d'autres départements ? À quel stade sommes-nous ? Non, du tout, parce que ces 4 dernières années, nous avons remarqué quand même une nette augmentation, un peu plus de 90% de licenciés, D'accord, licenciés filles. Et c'est sur toutes les catégories, que ce soit des petites en U6 jusqu'en senior. Ouais. Et non, on a remarqué vraiment une nette augmentation à ce niveau-là. Et je pense que la Coupe du Monde, justement, ça va être aussi un tremplin, justement, à ce niveau-là. Et d'avoir aussi des équipes, on parlait tout à l'heure du Paris Saint-Germain, les féminines du Paris Saint-Germain jouent dans les Yvelines au Camp des Loges, elles joueront également à Poissy, d'avoir aussi des équipes comme Montigny qui évoluaient il y a encore quelques années en D2 féminine, ça aide aussi à faire parler du foot féminin. Oui, et puis dans le département, nous avons quand même quelques gros clubs qui jouent quand même en niveau très haut, niveau DH comme Poissy, Mantes-la-Jolie, enfin nous avons quand même des clubs phares. DH, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus haut niveau régional qui existe au football. C'est ça. Et du coup, on parlait des 2 compétitions qui arrivent, ce mondial U20 cette année en France, la Coupe du Monde féminine l'an prochain. On sait qu'il y a des audiences aussi télé qui sont en nette augmentation d'année en année, avec les Bleus au féminin à la télé. Quand on est au district de football des Yvelines, on l'attend avec impatience, cette Coupe du Monde. C'est ça. Et on y travaille aussi. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple ? On essaye justement au niveau des jeunes, pour les clubs qui n'ont pas du tout de filles, et on essaye justement de leur mettre en place des matchs et tout. Il y a des compétitions au niveau des toutes petites où elles jouent entre elles tout au long de l'année. On a aussi des opérations au niveau des villes qui sont mises en place. Pour favoriser justement cette pratique. Favoriser justement cette pratique-là. Et je pense que là, ça va être... je pense qu'on va dépasser un peu tous les records à ce niveau-là. Avec cette Coupe du Monde qui, je le rappelle, arrive l'an prochain en France. C'est le mondial U20 pour les jeunes. Ça sera dès cet été en Bretagne. Merci Fatna Jdaini d'avoir été avec nous. Je rappelle, membre du comité de direction du district de football des Yvelines. Autre grande compétition dans 93 jours, c'est le coup d'envoi de la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines. Alors pour acheminer les 250 000 supporters attendus, les organisateurs ont mis en place un plan transport avec des navettes et des parcs relais autour du site du Golf National. Un dispositif présenté ce lundi soir aux habitants à l'école Mansart de Guyancourt. Reportage de Mickaël Elmidoro. Fermeture de rue, conditions de circulation, l'impact de la Ryder Cup sur le trafic et la vie des habitants en question ce lundi 25 juin à l'école Mansart de Guyancourt. Pour assurer, le comité d'organisation de l'épreuve était présent pour exposer le dispositif. Il y a bien entendu des inquiétudes puisque l'inconnu fait peur et tant qu'on n'est pas informé sur l'organisation d'un événement, on peut effectivement qu'avoir quelques appréhensions et c'est le but de ma présence ce soir dans cette réunion publique, d'apporter des réponses à toutes les questions posées par les riverains pour limiter les craintes, pour limiter les fantasmes et que chacun sache comment sera organisée la Ryder Cup et puisse en fonction prendre ses dispositions.
Pour absorber un flux de 250 000 spectateurs du 25 au 30 septembre prochain, des navettes routières seront mises en place au départ de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. 4 parcs relais seront également créés pour stationner à Versailles, Louveciennes, Orsay et Toussus-le-Noble pour le staff et les VIP. La Ryder Cup, ce n'est pas un événement classique car à la différence d'un match au Stade de France, les infrastructures actuelles du golf national ne sont pas taillées pour accueillir 60 000 spectateurs. À la différence d'un Stade de France qui a été conçu avec des infrastructures routières et de transport collectif adaptées, on doit là, de manière temporaire, créer un plan de transport qui permette d'acheminer tout le monde jusqu'au golf national. Après 1 heure de questions-réponses avec les organisateurs, premier verdict pour les 50 riverains présents dans la salle. Ça nous a permis au moins de savoir exactement comment l'événement allait se dérouler. Ça m'a plutôt rassuré parce que j'ai vu que le trafic routier devrait être bien maîtrisé. Dans les prochaines semaines, d'autres réunions d'information seront organisées à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les détails complets sur la circulation pendant la Ryder Cup seront diffusés dans les magazines municipaux à la rentrée. Et la prochaine réunion a lieu dès ce soir, mardi, à Voisins-le-Bretonneux. C'est à la salle du conseil municipal à partir de 19h. Le service est présent à Paris et dans 97 communes de l'Île-de-France. Autolib cessera définitivement de fonctionner le 31 juillet. Le syndicat Autolib, Vélib Métropole et le groupe Bolloré gestionnaire sont parvenus à un accord pour une fin programmée de ce système de partage de véhicules électriques. Motif, les pertes constantes d'Autolib chiffrées à près de 300 millions d'euros. Mais pour le Chesnay, qui possède 5 stations et une capacité de 30 voitures, le compte n'y est pas. La ville yvelinoise compte s'associer avec d'autres communes pour une action en justice. Selon son maire, la fin du service n'était pas inéluctable. Il dénonce également la mainmise de Paris sur le syndicat et déplore de ne pas avoir été associé aux négociations avec le groupe Bolloré. Ces élus, aujourd'hui, qui ne sont pas d'accord avec cette délibération, vont se constituer dans un collectif qui va déposer dans quelques jours un ou plusieurs recours au tribunal administratif. Je pense qu'avant la fin, il fallait d'abord peut-être réactualiser le fonctionnement, la DSP, et ça c'était début 2017 qu'il fallait le faire, puisque le groupe Bolloré a alerté dès novembre le montant du déficit qui effectivement était justifiable de mesures supprimer les stations qui ne fonctionnaient pas, deuxièmement de pouvoir, au lieu de fermer les voies sur berge, peut-être les laisser libres aux Autolib, aux voitures électriques, aux voitures propres, puisque j'ai cru comprendre que les voitures électriques avaient pour vocation de permettre dans la ville de Paris de respirer naturellement. Alors d'une part, on va garder les voitures qui polluent, on va supprimer les voitures électriques, et comme il n'y a plus de voitures, on vous laisse rapatrier sur les vélos, et il n'y a plus de vélos non plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout que les Parisiens s'achètent des bonnes chaussures. Dès lundi prochain, le nombre de stations et de véhicules diminuera progressivement à Paris et en Île-de-France. Aucun calendrier n'a été encore communiqué pour la ville du Chesnay, selon Philippe Briot. En politique, le Rassemblement national des Yvelines, ex-FN, organisé ce dimanche un barbecue pour ses militants. Un rendez-vous qui se voulait fédérateur avant l'été et qui s'inscrit dans une tournée nationale après le changement de nom du parti. C'était le 1er juin. Dans le département, la formation nourrit des ambitions en vue des élections municipales en 2020. Le point avec Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. Un barbecue sur des airs de tournée politique pour le Rassemblement national. Après le changement de nom, mission remobilisation des militants et cadres locaux. Alors que se profilent les élections européennes, mais surtout municipales. En 2020, le parti de Marine Le Pen espère nouer des alliances avec les différents partis de droite. Le département des Yvelines pourrait être une terre idéale pour ses ambitions. Aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche d'ouverture, de rassemblement. Nous voulons parler avec tous ceux qui partagent notre vision, c'est-à-dire que la nation est le meilleur cadre pour l'expression démocratique du peuple et le meilleur cadre protecteur de notre identité, de notre prospérité économique, de nos solidarités. Et c'est, je crois, un trait que nous avons en commun avec un certain nombre de personnalités politiques, y compris dans ce département. Il y a 4 ans, l'ex-Front National avait conquis à Mantes-la-Ville sa seule mairie francilienne. Pour amplifier le mouvement, en 2020, le parti discute déjà avec les représentants locaux de Debout la France et du Parti chrétien-démocrate. C'est dans les Yvelines aussi que se trouve la terre d'élection de Jean-Frédéric Poisson. Très pragmatiquement, certaines personnes nous appellent en disant voilà, vous représentez tant de points. Face à nous, on a des personnes qui ont vraiment sali la politique locale. Donc il faut réagir et donc ça, c'est des choses qu'on arrive tout à fait à entendre.
Donc voilà, c'est en voie de réflexion. C'est comment après on s'aménage, comment on travaille tous ensemble malgré nos divergences, mais malgré aussi notre entente sur l'essentiel. Pour espérer conquérir plusieurs mairies et asseoir son ancrage local, le Rassemblement national devra largement améliorer ses résultats électoraux dans le département. Lors du premier tour de la présidentielle, le FN était arrivé seulement en 4e position, derrière notamment la France insoumise. Voyager tout en restant dans sa classe à l'école Alain Cavalier d'Elancourt, les CE1 et CM1, CM2 ont découvert le monde grâce à 2 étudiants. Ils échangent régulièrement par vidéo et par mail. Les plus jeunes ont pu réaliser grâce à ces échanges un recueil de souvenirs. Les plus grands, un roman d'aventure, reportage de Mélanie Poquet. Avec ce recueil, les voici incollables sur le monde. Ces 25 élèves de CE1 de l'école Alain Cavalier ont longuement travaillé sur les pays. Ça les a fait grandir, ça leur a ouvert l'esprit. Alors effectivement, on demande beaucoup aux enfants de découvrir le monde qui les entoure, mais bon, le monde un petit peu plus lointain, c'est un petit peu abstrait pour eux. Donc grâce à ça, c'était concret. On prenait quelques petites notes, on a été aussi faire quelques petites recherches sur les tablettes. Ça nous a permis un petit peu de trouver des photos pour rajouter. Il y a des traditions, il y a des animaux typiques. Il y a des plats traditionnels, il y a aussi des fêtes traditionnelles. Tout ce que nous avons posé comme question, il les a marqués et les réponses que nos globetrotters ont fait, il les a marquées aussi. Les globetrotters, ce sont Florian et Antoine, 2 étudiants partis autour du monde depuis le mois d'octobre. Ils échangent régulièrement par vidéo et par mail. Déjà pour les beaux paysages, on est plutôt bien là, on est au sud de l'Afrique du Sud et on est juste à côté. Une 2e classe a suivi leur voyage. Les CM1 et CM2, eux, ont choisi de créer un roman d'aventure. En passant par ces tunnels sous-marins, Fluffy, le terrible mégalodon diabolique, avait nagé jusqu'à l'un de ses repères situés en Afrique du Sud. Un travail d'imagination et de français 1 heure par semaine. Ils comptent les histoires de Leila, Miaou et Fluffy. Au-delà du côté littéraire, il y a eu donc la dimension géographique. Il y a eu un côté aussi, ce qu'on appelle chez nous éducation morale et civique, donc avec le fait d'avoir la possibilité de découvrir culturellement des peuples avec un mode de vie très différent de celui qu'eux connaissent. Les enfants attendent maintenant le retour de Florian et Antoine pour peut-être créer de nouveaux romans. Le portrait de la semaine pour refermer ce journal. Elle a été désignée sportive inimontaine de l'année. Mélanie Chambrin est archère au club de Montigny-le-Bretonneux. À côté de cette activité, elle est également écrivain et professeur de français. Mélanie Chambrin intervient aussi dans les classes pour sensibiliser à l'écriture et à la lecture. Une rencontre signée Camille Lambert et Nicolas Dandry. Plus à droite. Bien. Du tir à l'arc à l'aveugle avec une distance de 5 mètres. Mélanie Chambrin travaille ses automatismes. Objectif de cet exercice, avoir l'exécution parfaite en insistant sur les détails. Je veux que tu pousses bien là, tu tires bien avec les omoplates et qu'ici ça soit bien en contact et que ça dégage bien derrière. Je lui enlève un sens qui est la vue, dans le but de pouvoir vraiment se concentrer sur chaque élément de son corps. Après plus de 20 ans d'équitation, Mélanie a commencé le tir à l'arc il y a près de 2 ans. Elle pousse. J'ai cherché un sport que je pouvais pratiquer. J'avais un petit peu essayé le tir à l'arc, mais sans plus, il y a quelques années auparavant. Ça m'avait bien plu, j'ai un petit peu regardé. Je me suis dit, il y a un club pas loin, je vais m'inscrire. Et ça m'a plu. Fréquence de l'entraînement 4 à 5 fois par semaine avec son coach Cyril. Au programme, technique de tir, répétition du geste, notamment sur la distance olympique à 70 mètres, et toujours le souci de la précision. C'est une sacrée compétitrice et qui en veut et qui en redemande. Même quand ça marche, elle va vous dire non, ça marche pas, c'est pas assez bien, et ça on peut pas lui en vouloir. Cette persévérance a permis à Mélanie de décrocher le titre de championne départementale de tir à 50 mètres et la médaille d'argent de tir à 70 mètres. Aujourd'hui, elle travaille d'arrache-pied pour le championnat de France prévu les 25 et 26 juillet prochains. Donc il faut que quand on lève l'arc, l'œil ton qui est ici, vous avez un point rouge. Le point rouge doit aller dans le jaune et ensuite on lâche. Pourquoi est-ce qu'on choisit le titre à la fin, Martin ? Oui. À mes élèves, je leur dis que finalement, leurs études, c'est comme du sport.
Je sais bien qu'en français, hein, on est bien d'accord, les exercices de grammaire et de conjugaison, personne n'a envie de les faire. Mais il faut passer par là. Et c'est toutes mes séances à 5 mètres, c'est comme les exercices. Alors je parle du français, c'est valable dans toutes les matières. Quand Mélanie n'encoche pas ses flèches, elle fait découvrir son autre passion aux plus jeunes, l'écriture. Écrivain et professeur de français dans un collège, elle intervient aussi dans des écoles primaires durant les temps d'activité périscolaire. Elle accompagne ses élèves dans la création d'un livre. Ils ont chacun leur histoire avec leurs illustrations, vraiment qui sont pour mettre en valeur leur texte. Et ils sont acteurs de A à Z de leur propre livre. On commence avec une feuille, un stylo, une idée. Et là, ils vont vraiment écrire, c'est-à-dire qu'ils vont trouver leur idée. Moi, je vais les aider à construire leur pensée, à hiérarchiser leur histoire pour que ça ait du sens. J'écris pour les enfants, mais ça m'intéressait de partager avec eux à la fois les histoires, la passion et leur donner l'opportunité de le faire eux-mêmes. Depuis 4 ans, elle a écrit 10 livres pour enfants, 3 livres sur l'équitation. D'autres sont des premières lectures ou encore une enquête se déroulant à Royan. Son prochain récit pourrait être intitulé « Tina, princesse rebelle ». On a une jeune fille, Tina, qui se retrouve en 3e année dans un pensionnat, puisque c'est le passage obligé, pour devenir uniquement un pensionnat réservé aux princes et aux princesses. Sauf qu'elle aimerait bien être ailleurs. La sortie de cet ouvrage est prévue pour septembre 2018, avec comme cible les 9-12 ans. C'est la fin du 7-8 journal. Belle soirée sur TV 78.